Bonjour, voilà, ce jingle annonce le début de notre deuxième table ronde du matin. Trouver un emploi qui a du sens et retrouver du sens dans son travail. Mais nous sommes placés dans le cadre du Forum de la transition environnementale et sociétale. Donc, ce n'est pas tous les sens et tous les travaux qui sont concernés. On est bien dans la même dynamique que la première conférence qui était sur la formation initiale, un peu la sensibilisation à la question de la transition écologique chez les très jeunes, chez les lycéens. Alors, permettez-moi de vous dire d'abord en 2 mots comment va se passer cette table ronde. Nous allons avoir une petite heure, voilà, maintenant déjà 5 minutes sont passées pour discuter avec nos intervenants. On aura 10 minutes pour discuter avec la salle et puis on va donner 5 minutes à Claire Hernandez qui est facilitatrice graphique. J'avoue que j'ai appris ce concept aujourd'hui. Elle est voilà, graphiste, dessinatrice et elle va un peu résumer nos débats voilà, d'une façon visuelle et je pense que c'est une nouveauté tout à fait bienvenue. Permettez-moi en 2 mots de me présenter d'abord. C'est pas très canonique, mais bon, ça fait rien. C'est moi qui ai le micro. Eh bien, j'en profite. Je m'appelle Sophie Gherardi. Je représente ici un site qui appartient au groupe Philosophie Magazine. Et ce site s'appelle Philonomiste. On entend Philo et The Economist, hein, philonomiste.com. Et c'est un site qui s'intéresse à la question du travail, de l'emploi, du management, de l'économie, avec toujours un œil, un regard, un angle philosophique. Donc, je suis ici, j'ai le plaisir d'avoir une table ronde très, très variée, puisque nous avons, alors je commence à côté de moi, David Giudicelli, voilà, qui lui appartient à l'univers du BTP. Il dirige une agence de Eiffage Route, ce très, très, très grand groupe de BTP, mais il est aussi président de l'Institut des techniques de la construction, du bâtiment et des travaux publics, c'est-à-dire un institut de formation en alternance qui s'occupe voilà, de faire transitionner, je ne sais pas si on dit que ça comme ça, le secteur du BTP, qui est un gros enjeu de la décarbonation, bien sûr, de tous les process de notre monde et de notre économie. À côté de lui, Camille Demange, qui est coach et accompagnatrice de bilan de compétences, mais pour un réseau qui s'appelle Mon Job de Sens. Donc, ce n'est pas n'importe quel bilan de compétences, mais c'est vraiment dans une perspective aussi de transition économique et sociétale même. À côté d'elle, Laurent Chérubin, qui est un représentant un élu régional du conseil régional de l'Occitanie, mais également le maire d'une ville proche de Toulouse qui s'appelle La Beige et qui est, voilà, on en a parlé, c'est le contraire d'une cité dortoir, c'est-à-dire qu'il y a 4000 habitants qui habitent La Beige, mais il y a 18 000 personnes qui viennent travailler à La Beige, donc c'est des enjeux très, très, très intéressants parce que comment on met tout ça en résonance pour que justement toutes ces façons d'habiter, de travailler, de se déplacer aillent dans le sens d'une transition écologique, en tout cas d'un fonctionnement plus vertueux sur le plan environnemental. Enfin, au bout, Magali Marais, qui est de Montpellier, qui travaille à Montpellier Business School, qui est enseignante, chercheuse, c'est comme ça qu'on dit avec un E, oui, chercheurs ou chercheuses, mais qui s'intéresse à la question de l'engagement professionnel, mais je suppose pas seulement professionnel. Et évidemment, la question environnementale prend tout son sens donc, quand on parle d'engagement aujourd'hui. Alors, je fais juste un tout petit point. Il y a un philosophe autrichien qui était également un psychiatre de la première moitié du XXe siècle, qui s'appelait Viktor Frankl, F-R-A-N-K-L. Et il s'est intéressé à la question du sens, hein, comment les hommes essayent de donner du sens à leur vie et à leur travail. Et il disait quelque chose, il disait « Être humain, c'est s'orienter vers autre chose que soi-même ». Et il va plus loin, il dit, bon, il y a donc cette orientation vers quelque chose qui nous dépasse, il appelle ça l'auto-transcendance. Donc, auto, soi-même, aller un peu au-delà, plus haut. Mais
il y a aussi une aspiration très moderne qui est l'accomplissement de soi. Et alors il dit, il peut y avoir une grande contradiction entre le fait d'aller au-dessus de soi-même et puis de s'accomplir soi-même. Et donc tout l'enjeu, je crois, aujourd'hui, c'est dans un univers, on verra, où tout le monde est assez conscient qu'il va falloir faire quelque chose et qu'il faut déjà commencer à faire quelque chose pour avoir des émissions carbone moins importantes et puis, au sens plus large, s'occuper de notre environnement, peut-être que justement ce que Viktor Frankl voyait comme très contradictoire, l'autotranscendance et l'accomplissement de soi, on arrivera peut-être à les marier, en fait, à les rendre compatibles. Et encore un mot, si vous me le permettez, le mot sens a beaucoup d'intérêt pour moi parce qu'on peut lui donner 3 acceptions. L'une, c'est le sens, ça veut dire signification. Il y a le sens qui est une direction, soit spatiale, soit temporelle. Et puis, il y a le sens, en général, on ajoute le bon sens, c'est-à-dire qu'on est du côté de la raison, de la rationalité. Et je crois que tout l'enjeu en ce moment, c'est que la signification, la direction et la raison convergent toutes à nous inciter à faire vivre, travailler, raisonner un peu différemment de ce qui a été le cas depuis un siècle et demi. Voilà. Je vais maintenant donner la parole à Camille Demange, donc, qui est, je le rappelle, coach et accompagnatrice dans Bilan de compétences. À vous, Camille. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur et nous tient à cœur au sein du réseau Mon Job de Sens. Donc moi, je suis coach et accompagnatrice en bilan de compétences sur les thématiques de transition écologique, sociale et solidaire. Je voulais déjà revenir sur un petit peu la crise qu'on traverse aujourd'hui dans le monde du travail. On parle de crise du travail parce qu'il y a des changements sociaux, environnementaux qui s'accélèrent et qui sont de plus en plus médiatisés. Donc je pense qu'ici, pendant le forum, on a vraiment toutes les occasions de comprendre un petit peu mieux les mécanismes de changement climatique. Et par rapport à la table ronde précédente, il y a vraiment eu un mouvement aussi de la part des jeunes avec les grèves pour le climat, avec des discours de certains jeunes diplômés dans des grandes écoles. Donc je pense au discours d'AgroParisTech en 2022 qui a été très médiatisé, qui a fait le buzz, cet appel à déserter une voie qui est toute tracée, mais qui, pour certaines personnes, peut contribuer à foncer droit dans le mur, en fait, et pas aller vers quelque chose de plus vertueux. Donc il y a vraiment la conscientisation de ces enjeux-là, d'une part, climatiques, mais on a aussi plein d'autres crises qu'on a traversées récemment. La Covid-19, qui est quelque chose de complètement inédit et qui a fait la distinction entre les métiers dits essentiels et non essentiels. Est-ce que je travaille pour quelque chose d'essentiel ou pas? C'est quoi mon utilité pour la société, pour le monde? Ça pose plein de questions et ça a entraîné plein d'autres façons aussi de travailler. Et on a d'autres mutations encore qui arrivent, qui sont technologiques. Là, je pense par exemple à l'apparition de ChatGPT. Bon, pour certains métiers, dans la rédaction, la traduction, le journalisme, ça peut aussi complètement changer la donne et troubler un petit peu ce secteur du monde du travail. On assiste aussi à vraiment de plus en plus de burn-out, d'arrêt maladie, de bore-out, on parle de démission silencieuse. Donc voilà, on voit qu'il y a aussi tout un monde du travail, des entreprises qui a du mal à s'adapter à tous ces enjeux qui sont très rapides et qui s'accélèrent. Donc ça, c'est vraiment une première chose à dire. Et donc, nous, on s'est questionné aussi sur ce mot du sens. Comment retrouver du sens dans mon travail? Comment retrouver en fait l'envie de me lever le matin? Moi, il y a une quatrième un petit peu signification de ce mot aussi, qui est les sens au sens sensoriel, ce qu'on ressent dans notre corps. Souvent, on se dit, j'en ai plein le dos, j'ai la boule au ventre, je vais au travail, j'y vais à reculons, j'ai la gorge qui se serre. Voilà. Et tout ça, c'est des symptômes d'un mal-être, en fait, que beaucoup de personnes peuvent ressentir dans le monde du travail. Donc à partir de là, la question c'est comment est-ce qu'on peut retrouver finalement un job qui a du sens. Je voulais citer aussi une étude qui a été réalisée par Make Sense et Audencia, donc une grande école en 2022 sur vraiment le sens au travail, qui a interrogé des salariés et des étudiants.
Et il est ressorti que pour 92% des répondants, le sens au travail, c'était une préoccupation majeure pour ces personnes. Et pour 57% des répondants, le sens était lié à l'impact social, environnemental qu'on avait dans son travail au quotidien. 57%, donc c'est vraiment pas rien du tout. Et c'est des considérations qui sont majeures. Après, le sens, c'est quelque chose de très subjectif aussi, et de très personnel. Ce qui va avoir du sens pour moi n'en aura pas forcément pour vous ici. Donc ce que nous, on fait à Mon Job de Sens, c'est qu'on accompagne des personnes qui sont un peu perdues, qui ne savent plus comment trouver du sens dans leur travail, à identifier déjà pour chacun quels sont les moteurs de sens. Pour certains, ça va être retrouver plus d'autonomie en fait dans mon travail, plus de créativité. Pour d'autres, au contraire, c'est avoir plus de cadres. On a des personnes qui étaient entrepreneurs, mais qui ne savaient pas vraiment comment gérer leurs priorités, prendre des décisions. Ça occasionnait énormément de stress. Donc, pour certains, c'est avoir plus de cadres. Pour d'autres, c'est vraiment avoir plus d'utilité et voir l'impact, de ne pas juste être un maillon de la chaîne. Donc, il y a vraiment toutes ces choses-là. Et l'accompagnement qu'on propose permet à la fois de faire le point sur soi, où on en est, quelles sont nos valeurs, nos besoins, nos talents. Et ce qu'on prône vraiment, c'est changer le monde sur ses heures de travail. Donc c'est se dire comment est-ce qu'on peut associer au maximum nos valeurs personnelles aux valeurs de l'entreprise, de l'emploi dans lequel on va pouvoir être. D'accord, j'espère. Et voilà, l'important, c'est d'avoir un employeur qui est d'accord pour que vous changiez le monde sur les heures de travail. Je pense que voilà, ils sont peut-être pas tous tout à fait sur cette ligne-là encore. Je vais maintenant passer la parole à Magali Marais qui va parler au moins un aspect, puisque ce sont des étudiants avec qui elle a affaire. Il faut mettre sur on. Oui, je pense que c'est bon. Merci déjà Sophie, merci beaucoup Camille. Moi je suis absolument ravie de faire partie de cette table ronde aujourd'hui. Je me présente rapidement, j'ai plusieurs casquettes, mais elles sont très liées. Hein. C'est pas pour le fait qu'il y ait plusieurs casquettes, mais je suis enseignante-chercheur, donc depuis 15 ans maintenant à Montpellier Business School. J'ai fait ma thèse il y a 17 ans sur des questions de RSE, donc de questions de changement sociétal et environnemental. Parce que jeune étudiante déjà à l'époque, je faisais beaucoup d'études sur le management, la stratégie d'entreprise, le marketing. Puis j'avais toujours une question en tête qui était mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi? Et la question c'était à quoi sert une entreprise? Pourquoi elle existe? Pourquoi elle est là? Et à quoi est-ce qu'on contribue quand on travaille? Donc ça m'a amenée à travailler dans mes travaux de recherche sur cette question bien avant la loi Pacte, etc., pour se dire il y a peut-être une manière, comme disait Sophie très justement, d'intégrer finalement ces questions-là dans les entreprises. À l'époque, c'était une question de sens individuel, puisque moi j'avais besoin qu'on pose ces questions-là pour me sentir motivée et engagée dans ce que je faisais. Et puis depuis, devenue une question beaucoup plus répandue et large, même si beaucoup se la posaient déjà à l'époque. Hein. Je ne pense pas être la seule quand je disais ça. Donc oui, depuis j'accompagne des jeunes, des entrepreneurs, des professionnels en entreprise par de la formation initiale, continue, des programmes de formation, du conseil, etc. Mais toujours avec la même recherche d'alignement, qui est justement comment est-ce qu'on peut se retrouver soi, justement ce que disait Sophie très justement, et en même temps contribuer à quelque chose qui est utile pour la société d'aujourd'hui. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment important, notamment face aux transitions auxquelles on a affaire aujourd'hui. Moi, je ne compte plus, mais c'est chouette, hein, je regarde ça avec beaucoup de recul, tous les sites et les mouvements qui aujourd'hui parlent de gens justement en transition, en reconversion. Alors vous avez les transitionneurs, les bifurqueurs, les ruptures, je ne sais pas, il y a tout un tas de sites sur les réseaux sociaux qui parlent de ça. En tout cas, ça interroge une chose, c'est que, comme le soulignait Camille très justement, c'est que le monde du travail a changé, la société a changé. Et donc, le sens au travail et la motivation qu'on peut en retirer pour beaucoup de personnes changent aussi. Alors, ça ne veut pas dire, paradoxalement, que les anciennes motivations disparaissent. Chez les jeunes, par exemple, moi qui travaille beaucoup avec les jeunes, oui, d'accord, on a une aspiration très forte à s'engager au service de la transition, d'avoir un sens, une utilité. Mais on a aussi, à côté, un besoin de sécurité et de protection très fort, y compris économique et financière, par rapport aux crises qu'on va traverser. Et aussi un besoin très fort de développement des compétences, développement de son potentiel. Donc finalement, on en parlait avec Sophie quand on a préparé cette table ronde, c'est plus une intégration de motivations, de nouvelles motivations qui apparaissent, mais qui n'excluent pas forcément un certain nombre d'autres, qui vont devenir essentielles.
Voilà. Donc ça, je pense que c'est déjà très, très important. Nous, quand on fait ça, alors on est à Montpellier Business School, hein, je suis bien d'accord que ça ne représente pas la plupart des étudiants du pays, mais néanmoins, quand on leur pose la question, quelle est votre priorité dans le travail, même si on les forme de manière très intensive depuis 15 ans sur ces questions, on a quand même les questions économiques et financières qui restent dominantes, et c'est normal. Hein, il y a aussi cette aspiration quand on est en début de carrière, et l'important, c'est de pouvoir réconcilier justement les deux. Donc ça, c'est déjà un point très important. Sur ce que vous disiez aussi, Sophie, tout à l'heure, moi, dans tous les gens avec lesquels je travaille, je trouve qu'au contraire, l'accomplissement de soi et l'engagement, hein, et un travail qui a du sens, non seulement ne sont pas contradictoires, mais sont même indispensables. Avec le recul, je vois mal aujourd'hui comment on peut s'engager sainement dans quelque chose qui nous tient à cœur si soi-même on n'est pas aligné et bien avec ce qu'on a envie de porter. Sinon, là, par contre, on a des dissonances, des contradictions internes qui sont extrêmement fortes, et on a aussi des modes d'engagement qui peuvent être pas justes, en fait, quelque part. Hein. On peut avoir quelque chose de non juste. Nous, on travaille beaucoup sur les théories du soin à Montpellier Business School, du care. Ça veut dire le soin de soi, le soin d'autrui et le soin du vivant. Mais ces choses-là ne sont pas déconnectées, elles sont alignées. D'une certaine façon, comment est-ce que je peux contribuer aux soins du vivant dans mon travail si je ne sais pas prendre soin de moi et si je ne sais pas non plus prendre soin des autres. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Et d'ailleurs, les entreprises commencent à adresser ça par des pratiques très concrètes, bien au-delà d'une aspiration philosophique. Elles s'intéressent à voir comment on peut prendre soin du soi de leurs collaborateurs au travail, via du coaching, via de l'accompagnement, via des politiques de bien-être, d'équilibre de travail, vie professionnelle, et puis des nouvelles méthodes de vivre ensemble, des méthodes de gouvernance partagée, des méthodes de leadership horizontal, des méthodes qui permettent aussi de replacer le lien et le collectif au cœur du fonctionnement des organisations. Et sur le soin au vivant, je sais que les intervenants en parleront aussi, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites aujourd'hui pour transformer les métiers, les pratiques, des secteurs d'activité, même si on sait tous que c'est extrêmement complexe. Je m'arrête là sur ça, je voulais juste partager autre chose. Collectivement, récemment, je fais partie d'un projet entrepreneurial qui est une plateforme de financement participatif de projets à impact qui est en train de se créer, qui s'appelle Human for Impact. Et on a fait un travail collectif avec des experts, des étudiants, des chefs d'entreprise, tous milieux sociaux confondus, des jeunes de banlieue, etc., sur quel serait le monde de demain auquel ils aspirent. On est au monde nouveau. Qu'est-ce qui ferait du sens ? Et il en est ressorti 3 boussoles, et ça, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. La capacité finalement d'un monde à valoriser des initiatives positives, justement pour la société, etc. La capacité à créer du commun et du lien, de la reliance, le faire ensemble, la capacité à générer du changement ensemble, et enfin le soin du vivant. Voilà, ça peut paraître 3 boussoles, mais c'est intéressant. Ça questionne aujourd'hui, et en tout cas, ça replace de manière très forte le pourquoi de ce que l'on fait, quel que soit finalement le rôle que l'on endosse dans la société. Merci beaucoup. Alors, finalement, ce dont vous nous parlez, c'est beaucoup d'une construction personnelle et aussi collective. Et donc, ça me fait une transition un peu maladroite, mais quand même, je l'assume, avec David Giudicelli, qui, lui, voilà, il est en prise avec un secteur qui est pas qu'on n'associe pas immédiatement avec la transition écologique. Et pourtant, ça se joue beaucoup là. Oui, tout à fait. Alors, je vais me présenter un petit peu. Effectivement, j'ai une double casquette. Je suis chef d'agence d'une entité Eiffage Route. Donc, c'est un métier typiquement routier. Hein. On fait des aménagements de routes, d'autoroutes. Notre fer de lance, c'est le viaduc de Millau, pour ceux qui veulent faire un rapprochement. Et parallèlement à ça, je suis président d'une entité formatrice par alternance d'ingénieurs sur Montpellier qui s'appelle l'ITCBTP. Qui a été fondé en 1995, donc il y a aujourd'hui quasiment 30 ans, et pour lequel il sort tous les ans environ une 60aine d'ingénieurs du BTP. Donc l'intérêt pour moi aujourd'hui de cette casquette d'entrepreneur, d'employeur et indirectement de formateur derrière, c'est d'arriver à former des gens qui correspondent au profil recherché dans les entreprises, et après, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, d'arriver à les garder. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour nous, c'est d'arriver à garder nos forces vives. On parlait tout à l'heure de changer un peu d'orientation. En entreprise, c'est un vrai problème quand on ne sait pas les fidéliser et trouver d'autres, secteurs d'activité au sein de l'entreprise. Ça veut dire qu'ils vont nous quitter. Et c'est toujours un grand sujet quand un partenaire ou un collaborateur nous quitte. Voilà, donc pourquoi on est là, c'est ce sujet-là.
Et également pour dire que le développement durable, l'aspect économique du sujet dans le BTP est présent depuis à peu près 5 à 7 ans. Donc c'est pas tout à fait nouveau pour vous, mais c'est pour nous, pardon, mais c'est pas tout à fait connu du grand public. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on emploie des machines très polluantes, des matériaux toujours à ressources naturelles. C'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on recycle à peu près 30 à 40% des matériaux qu'on démolit. Donc c'est un aspect très important. Qu'on est aussi un peu forcé par les marchés publics et par la politique, du coup, qui nous aide bien dans ce domaine, parce que si quelques-uns le font et pas d'autres, on ne tire pas tous dans le même sens et on ne va pas vers l'objectif prononcé. Et l'objet de tout ça et de la jeunesse que nous avons dans notre école d'ingénieurs, c'est d'insuffler aussi un peu ce souffle nouveau dans nos instances et dans nos entreprises où on a plutôt l'habitude d'avoir un raisonnement qui est moins éco-responsable ou développement durable. Donc voilà, tout ça, ça fait un maillage très important pour emmener les gens vers ce qu'on appelle un peu le mouvement général. Alors, quand on a préparé cette table ronde, vous avez fait allusion aux études d'impact sur la nature quand vous lanciez un chantier, et que assez volontiers vous alliez confier les études, les recherches, les mémoires sur ces questions aux plus jeunes. Effectivement. Alors, l'alternance est déjà un très beau sujet parce que ça permet aux apprenants et aux professionnels d'être au plus près de la réalité du quotidien. Et nos marchés nous imposent d'avoir plusieurs réflexions sur l'approche éco qu'on peut avoir sur nos chantiers, entre la protection des espèces, la protection de l'environnement, la protection ne serait-ce que des usagers. Et souvent, c'est des sujets que les alternants qu'on accueille dans l'entreprise portent très volontiers, se manifestent très, très volontairement pour porter ces sujets, parce que je pense qu'effectivement, la jeunesse a un peu plus cette volonté d'insuffler tout ça dans l'entreprise, et c'est un très bon mélange qui se fait au cœur des entreprises. Voilà, donc ça se fait, finalement, il y a un peu de réglementation, un peu de pression sociale, et puis le fait que justement, il y a une jeunesse qui investit spontanément et très sincèrement sur ces questions-là. Moi, je trouve que c'est un bon exemple de comment le changement se fait, tout simplement parce que les entreprises, elles ne sont pas hors sol, hein, elles travaillent avec la société telle qu'elle est, et quand arrivent des forces nouvelles dans l'entreprise, des jeunes, ils apportent avec eux leurs préoccupations et ils obligent toute l'organisation à se recaler un peu. Hein. C'est exactement ça. Voilà. Alors maintenant, on va se tourner vers notre élu local et qui, lui, a une vision où je pense qu'un peu de tout ce qui a été dit, et vous êtes concerné aussi un peu par tout ça, mais vous avez aussi une vision plus totale des enjeux. Oui. Laurent Chérubin, donc. En effet, d'abord, je me présente avec mes multicasquettes, et Dieu sait que des casquettes, il m'en faut sur la tête pour me protéger. Donc, je suis d'abord conseiller régional auprès de Carole Delga sur les sujets économiques notamment et européens. Et à côté de ça, je suis le maire d'une commune un petit peu atypique de la région toulousaine, puisque je suis le maire de la Beige, qui est une commune qui connaît un essor, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec un petit village qui est devenu un peu grand, on considère ça à 4000 habitants, mais il y a surtout derrière 18 000 salariés, parce que pour la 50 ans, un objectif avait été fixé de créer une zone d'activité assez importante sur le territoire toulousain, et qui a donné cette dimension qu'on connaît aujourd'hui. Et qui a cette dynamique, et dans ce cadre-là, je suis aussi en charge du développement économique, donc en lien assez fort avec les acteurs économiques de mon territoire. Ce qui veut dire qu'à un moment, on évoquait tout à l'heure la notion de sens du travail. La première question qui se pose aujourd'hui quand on discute avec les chefs d'entreprise, c'est déjà de trouver des salariés. On l'évoquait tout à l'heure, la difficulté c'est celle-là. Tout simplement parce que dans l'état d'esprit aussi, je pense qu'il y a une révolution assez provocante d'ailleurs pour les chefs d'entreprise qui a été mise en place, c'est que le sens au travail n'est plus du tout le même pour les nouveaux salariés. On n'est plus du tout, on vient plus chercher d'abord un rapport, un intérêt, une fin en soi
au travail, mais on vient plutôt chercher des moyens pour faire autre chose. Très souvent, c'est imaginer le loisir, imaginer le développement personnel, imaginer aussi de faire manger sa famille, ça reste quand même un refrain assez important, mais on change vraiment cette culture et on va même à ne plus être attaché à l'entreprise de la même façon. On avait une appropriation de l'entreprise très forte il y a quelques années, elle ne l'est plus. On a envie de faire autre chose, on a envie de partir vers d'autres horizons et être assez libre, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, en effet, sur ces sujets. Donc, la réflexion d'autre part, et qui est un vrai sujet toulousain, mais des grandes agglomérations en général, c'est la circulation, la mobilité, qui évolue. Et nous, d'ailleurs, aujourd'hui, on a cette chance et cette opportunité, notamment sur ma commune, de travailler à réfléchir, à construire une ville, la ville de demain, sur elle-même. Parce qu'aujourd'hui, la loi climat-résilience nous impose aussi d'imaginer les choses autrement, avec une philosophie, c'est qu'on a la mobilité collective qui arrive, puisqu'on a d'ici 2027-2028, nous aurons 2 lignes de métro qui viendront dans la banlieue toulousaine, renforcer le sujet, donc développer quelque part une notion d'accueil de population. Et là, à ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions. C'est à quoi sert la ville ? Et pour qui ? Et comment on imagine cette ville de demain ? Et donc, l'objectif que je me suis fixé personnellement sur la commune, c'est de dire aujourd'hui, on va peut-être pas travailler pour accueillir des personnes supplémentaires dans les statistiques qui sont prévues dans les SCOT et documents ultra importants pour l'accueil de population, mais c'est plutôt de dire aujourd'hui, la ville, elle doit avoir du sens notamment pour l'entreprise. Elle doit avoir du sens pour l'entreprise pour 2 axes. Le premier, c'est faciliter les embauches, parce que ça doit être un argument pour l'entreprise de faciliter justement le sujet. Moi, à la Belge, j'ai chefs d'entreprise, j'ai de grosses entreprises qui ont du mal à recruter tout simplement pour les déplacements. C'est que la première question, c'est qu'on a des jeunes aujourd'hui, le permis, à mon époque, le permis, c'était à 18 ans. Si on n'avait pas le permis, on n'était pas bon, quoi. On avait 18 ans, le lendemain, on avait le permis. Aujourd'hui, 21 ans, 25 ans, 28 ans, on se pose la question de savoir si on a le permis. C'est une bonne chose. Et c'est une très bonne chose. Ce qui veut dire comment il faut qu'on arrive à trouver tous les axes de travail. Et justement là-dedans, moi, je travaille aujourd'hui à faire une volonté de construire une ville sur l'aspect polycentrique de la ville. C'est-à-dire qu'on vient chercher tous les services autour de son quartier, à savoir le travail, à savoir le loisir, à savoir l'habitat bien entendu, mais la santé, la culture, l'école forcément. Tous ces sujets-là, on doit les imaginer, à mon sens, autour des valeurs de quartier, et on doit aussi les imaginer avec les entreprises. Et quelque part, cet engagement, c'est, je pense, un devenir important. On va essayer d'imaginer, on rentre en concertation, notamment sur la Belge, parce que je suis en train de réviser mon plan local d'urbanisme, et on va essayer justement de travailler avec les entreprises pour qu'elles aient un impact plus important dans la réflexion, mais surtout aussi avec les habitants. Et les habitants qu'on accueillera, ce seront aussi des habitants qui ont un intérêt à venir chez nous et qui n'auront pas que l'intérêt du mouvement pendulaire avec à la proximité, mais bien aussi l'objectif de la réduction de circulation et de mobilité. Voilà, parce que effectivement, la ville, vous avez la chance d'avoir une ville très dynamique avec des salariés, mais la société n'est pas faite que de gens d'âge, même si l'allongement de la vie au travail est une réalité. On entre un peu plus facilement dans la vie active aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années, donc plutôt à 25 ans qu'à 29, comme il y a eu à une époque. Que l'allongement avec la réforme des retraites fait qu'au moins jusqu'à 62 ans, on est censé être au travail. Bon, alors peut-être pas toujours dans la même entreprise, mais enfin ça existe. Mais il y a aussi la masse imposante des gens qui sont déjà à la retraite, qui représentent beaucoup de monde. Et donc, comment on essaye que tout ça fasse société, excusez-moi cette expression un peu tarte à la crème, mais elle a son importance. Et puis, je crois que Camille est la seule qui a mentionné la question des nouvelles technologies, et je pense que c'est assez important parce que y a beaucoup de choses. En fait, on le fait sans y faire attention, mais notre vie, elle a changé d'une façon spectaculaire. Nos loisirs se font beaucoup assis dans notre salon.
et on est en prise avec des gens avec qui on joue à l'autre bout de la planète ou avec qui, enfin, des films qui sont conçus pour être vus sur des écrans à la maison, etc. Donc on est à la fois projeté très loin de chez nous et en même temps peut-être plus enfermé qu'on ne devrait l'être, etc. Donc il y a tout ça, il y a des enjeux très... Alors Camille, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'on devient des immobiles qui s'assument, ou bien au contraire, il reste cette envie de participer à du commun? Je pense que sur la notion de technologie, tout ça, encore une fois, la crise de la Covid-19 a été très édifiante parce que du jour au lendemain, tout le monde devait travailler de chez soi et il y a plein d'entreprises qui n'étaient pas du tout organisées pour comment est-ce qu'on fait pour travailler à distance, en visio, tout ça. Donc ça, c'est un peu des problématiques qu'on a pu rencontrer. Je pense que cette envie de faire du commun, elle est quand même très présente, que cette question du sens, c'est vraiment aussi c'est quoi mon utilité pour la société, c'est quoi ma manière de m'accomplir, ça reste vraiment très présent. Et une chose aussi que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plein de transitions possibles. C'est-à-dire que nous, on va recevoir des personnes à tout âge. Il y en a qui sont vraiment juste sortis d'études, qui se sont rendus compte qu'ils ont suivi la voie toute tracée, ils ont fait plaisir à papa ou à maman, mais en fait, ils n'aiment pas du tout ce qu'ils font, quoi. Donc les prises de conscience peuvent se faire un peu à tout âge. Et il y a plein de manières de faire sa transition. Ça peut être simplement se dire, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais au quotidien, mais par contre, l'entreprise ou la structure dans laquelle je fais ce métier-là ne me convient plus. C'est plus aligné avec mes valeurs, avec moi, ce que je prône dans ma vie personnelle. Donc là, ça peut être continuer à faire le même métier, mais dans une entreprise qui va être un environnement qui correspond un peu mieux à ce que j'ai envie de faire. Et là, dès lors, c'est à l'entreprise d'être attirante, finalement. Si elle veut garder ses salariés, ses talents. C'est ça, c'est un rapport de force qui s'est un peu inversé. En fait, aujourd'hui, en entretien d'embauche, par exemple, c'est presque plus à l'entreprise de séduire le candidat que l'inverse. En fait, on a ce rapport de force-là qui s'est un peu décalé. Ouais. Absolument. Et alors, David, la question des nouvelles technologies, alors nous, on parle évidemment beaucoup des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais il y a des nouvelles technologies, vous êtes en plein là-dedans, non ? Oui, je me permets de rebondir également sur ce que vient de dire Camille. Moi, il y a 4 ans, j'ai été très surpris en faisant un entretien d'embauche justement pour un jeune ingénieur en alternance, où effectivement, on ne s'est pas tout compris tout de suite parce que moi, j'attendais qu'il me mette un peu ses qualités en valeur et lui, à l'inverse, attendait que je lui décrive dans quel monde il allait arriver dans l'entreprise. Donc, c'est effectivement ce changement, il a eu lieu pour le monde du BTP il y a à peu près 3-4 ans. Mais pour parler des nouvelles technologies, effectivement, nous, l'art de construire s'arrêtera jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quels que soient les modes de construction évolutifs qu'on va avoir, il faudra toujours se loger, il faudra toujours se déplacer et il faudra toujours aménager notre environnement au quotidien. Donc il faut absolument qu'on réponde à ce que demande la société en termes d'aménagement. Aujourd'hui, on voit bien les espaces verts ont une place nettement plus importante qu'elle ne l'était à l'époque et les grands axes routiers sont quasiment finis avec un remplacement qui se fait plutôt sur des modes de déplacement doux comme le vélo ou les trottinettes. Mais voilà, on a complètement changé d'orientation dans l'aménagement du territoire, un peu par les forces publiques, forcément, surtout par la poussée sociétale. Et nous, on est obligé de se confronter à tout ça et de s'en arranger. On n'a pas le choix. Il faut construire. Et c'est ce qui met un peu de piment, j'allais dire, aujourd'hui dans tous nos modes constructifs. C'est-à-dire qu'on a des machines qui sont guidées quasiment toutes seules. On emploie des matériaux recyclés. On emploie des nouveaux matériaux aussi qu'on découvre au fur et à mesure. Donc tout ça contribue effectivement à garder un peu du sens dans notre travail de BTP, j'allais dire, aussi bien pour les anciens qui se remettent à niveau et qui vont vers cette nouvelle technologie, et surtout avec ces jeunes qui nous poussent très fort derrière pour qu'on mette très rapidement les choses en place. On a changé de mode d'aménagement du territoire depuis 50 ans. On ne mettra pas 50 ans pour changer de mode de construction, c'est sûr. Bon, ça ira plus vite. Alors, moi,
une question qui m'a, parce que une curiosité. Il y a déjà plusieurs années qu'on parle d'innovation incroyable dans justement ce qui c'est les routes, les trottoirs, les choses comme ça. Par exemple, moi je lisais des articles sur des trottoirs où la simple énergie du passage fait qu'on peut capter de l'électricité et s'en servir pour éclairer la rue, la route, etc. Alors voilà, on a le début de l'histoire. La technologie existe, et puis après, est-ce qu'elle se perd dans les sables ou bien est-ce qu'elle est effectivement utilisée? Ça vous dit quelque chose? Et vous, monsieur Chérubin, vous avez vu des choses comme ça de la nouvelle technologie de captation de l'énergie, des déplacements tout simplement? Alors oui, j'en ai vu sur ma commune aussi, puisqu'on a été, notamment peut-être par un concurrent des phages, on avait fait un test notamment d'une route solaire qui alimentait. On regardait un petit peu la capacité d'alimentation. Bon, ça a besoin. On a constaté notamment de la production qu'il y avait besoin de maturité, notamment sur le passage. Pas encore trop. C'était pas forcément une pleine réussite, mais dans tous les cas, quand même, l'avancée se fait. La technologie, notamment sur notre territoire, et puis ça fait partie aussi de l'ADN de la région Occitanie. Hein. On travaille beaucoup sur les sujets à la fois dans la réindustrialisation de la France. On travaille sur des sujets denses, et vous savez, l'engagement de la présidente sur ça. Hein. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'hydrogène, on travaille sur la réflexion et on met beaucoup de moyens là-dedans. Pour les communes, c'est pareil. On évoquait tout à l'heure la provocation un peu de l'avancée qui nous est impulsée. Elle est plus que nécessaire. Le changement de révolution, de génération. On avait plutôt tendance avant, dans la génération ancienne, de pousser les jeunes. C'est l'inverse, là. On a gagné en compétence là-dessus. Hein. C'est-à-dire que les jeunes nous poussent excessivement à faire évoluer, et notamment quand on voit la méthode de travail et d'usage de l'entreprise pour les jeunes, on se rend bien compte qu'on est un peu has-been si on ne s'adapte pas à leur modèle de fonctionnement dans les entreprises. C'est les périodes de changement qui sont comme ça. Quand les jeunes commencent brusquement à prendre la main. Magali Marais, peut-être que vous pouvez nous dire un petit peu justement. Moi, c'est un angle intéressant, c'est-à-dire que l'entreprise, il faudra bien, puisque c'est quand même là que travaillent la plupart des gens. Hein, s'il y a, je sais pas, 20 ou 25% des gens qui sont dans le public, il y a quand même les autres 75% qui sont dans le privé. Donc l'entreprise, c'est notre monde à tous. Hein. Ou au moins comme consommateur, si on n'est pas employé dans l'entreprise. Alors, est-ce que l'engagement vis-à-vis de l'entreprise, est-ce qu'on est avec des gens qui refusent le monde de l'entreprise sur un mode un petit peu idéologique, ou bien ils commencent à prendre un petit peu conscience que l'entreprise, c'est aussi l'endroit où va se réaliser concrètement le changement? Je pense que c'est très contrasté. Je ne pense pas du tout qu'il y ait de défiance de la jeune génération vis-à-vis de l'entreprise ou vis-à-vis de l'organisation en tant que telle. Par contre, c'est sûr qu'il y a des modèles d'entreprise aujourd'hui qui ne correspondent plus aux aspirations des jeunes et des moins jeunes. Je pense que c'est Camille qui le disait, mais moi, quand je vous parlais tout à l'heure des sites bifurcateurs, transitionneurs, on trouve des personnes qui ont 55 ans, 60 ans, qui ont encore un bout de carrière professionnelle à faire. Ça ne concerne pas que des jeunes. La question de l'équilibre vie pro, vie privée ne concerne pas que des jeunes. La question du sens de son travail au service du changement climatique ne concerne pas que des jeunes, et heureusement d'ailleurs. Et ces questionnements-là arrivent à tous les âges. Donc déjà, c'est une première chose. Par contre, c'est sûr que l'entreprise aujourd'hui, très souvent, est en décalage. Je crois que Laurent Chérubin posait la question de comment est-ce qu'on peut avoir une ville qui répond aux attentes. C'est la même chose. Comment est-ce qu'on peut avoir une entreprise qui répond? Et donc moi, ce que je vois beaucoup plus chez les jeunes comme les moins jeunes, c'est des gens qui vont aller sur de nouvelles formes d'entreprise, de nouvelles formes d'organisation. Il y a une attirance beaucoup plus grande aujourd'hui, par exemple, sur les PME, quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup. À l'époque, il y a encore 15 ans, les grandes entreprises faisaient figure un peu de fer de lance. Mais aujourd'hui, chez les PME, c'est cette agilité qui est recherchée, c'est cette facilité à changer, cette facilité à créer son job, qui sont des choses importantes pour la nouvelle génération. Et puis, on a tout un tas d'entreprises aujourd'hui qui sont des entrepreneurs sociaux, des nouvelles formes d'organisation qui se créent. Nous, on les appelle les alternatives, mais c'est tout un tas de projets qui essayent d'entreprendre au service du bien commun. Et ces entreprises-là sont aussi recherchées par les jeunes et les moins jeunes.
Moi, je vous parlais d'un projet dans lequel je fais partie, qui s'appelle Human for Impact. On a des gens qui viennent de tout âge, tout milieu, qui viennent de chez Michelin, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, j'ai envie aussi d'agir. Alors, je le regardais là. Ce que les jeunes cherchent aujourd'hui, d'une façon générale, c'est d'agir. Je crois que la question, moi, je le vois dans le rôle d'éducatrice, mais pas que, la question des grands discours, même nous, en tant qu'enseignants, on n'y arrivera plus. Ça sert à rien. Voilà. On peut rabâcher 50 ans un certain nombre de choses. Ce qui compte, c'est qu'on montre des solutions, c'est qu'on montre des alternatives, c'est qu'on les co-construise ensemble. Ça, c'est la clé du sens au travail pour demain. Et surtout essayer de résister à quelque chose qu'on fait sans le vouloir, c'est qu'à force de déconstruire les choses, beaucoup critiqué, etc., on bloque les imaginaires sur l'action. Et ça, je pense qu'il y a un gros travail collectif à faire sur comment on peut faire les choses différemment demain, que ce soit le BTP, la finance, l'éducation, peu importe. Et ça, c'est un travail d'imagination collective. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental qui va demander aux entreprises de se questionner profondément. Moi, je travaille avec des chefs d'entreprise qui me disent « Mais Magali, je comprends pas, je donne un super salaire, c'est un super poste de responsabilité, personne ne veut venir. » Bah oui. Oui, aujourd'hui, on a des jeunes qui ne veulent pas travailler 70 heures par semaine, même si le poste est intéressant, parce qu'ils cherchent quelque chose en plus. Ça ne veut pas dire, attention, détrompez-vous, que les jeunes ne sont pas prêts à mettre 70 heures de leur temps à un engagement. C'est pas ça. Mais ils ne seront peut-être pas prêts à le mettre dans une seule organisation déjà, aux conditions de l'époque, etc. Donc là, il y a un vrai travail collectif, pour moi, qui va être engagé entre les entreprises, les organisations, et les entreprises sont invitées à se réinventer de manière très forte. Ah oui, c'est ce que vous constatiez, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est au fond maintenant à vous de, quand vous recevez un candidat, c'est pas vous qui êtes comme ça et puis le candidat qui s'agite, c'est lui qui est comme ça et vous qui dites bon, oui, nous on peut permettre ça, offrir ça. C'est ça. La séduction a changé de camp en fait. Voilà, aujourd'hui c'est à nous de séduire. D'où l'intérêt aussi d'avoir cette casquette côté formation pour se dire voilà qu'est-ce qu'attendent les jeunes et vers où on peut les emmener dans chaque entreprise. Voilà, c'est un sujet très important encore une fois pour nous, même si c'est difficile, on cherche à fidéliser nos talents. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui un sujet qui est un peu entre deux chaises puisque les jeunes aspirent plutôt à aller vers d'autres environnements. J'ai des jeunes ingénieurs BTP qui, au bout de 5 ans d'expérience, sont partis dans de l'industrie ou dans autre chose. Donc on se dit que ça change carrément c'est pas que l'entreprise, on change carrément d'orientation. Donc pourtant, il y a un imaginaire du BTP qui est pas complètement nul quand même. C'est des machines, c'est la route, c'est quand même bon. Mais voilà, il faut travailler dessus. Mais il faut tout travailler. Je mettrai en relation avec ce que disait Magali, c'est qu'aujourd'hui, la hiérarchie dans l'entreprise est en train de tomber un peu. On parlait de postes à responsabilité. Aujourd'hui, les jeunes nous imposent un peu d'être au même niveau que leurs collaborateurs et de réfléchir aussi bien qu'eux, j'allais dire, dans le groupe de travail. Mode projet, éco, oui. Voilà, tout. Voilà, et c'est un peu changeant et perturbant pour nous, en entreprise. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. C'est ce qu'on découvre, qu'on est vraiment dans un changement. C'est-à-dire, on sent que sous nos pieds, ça bouge. Ça ronronne pas. C'est vraiment passionnant. Écoutez, je pense que le moment est venu quand même de donner la parole à la salle. Si vous avez des questions, sinon on continuera notre conversation. On n'est pas, voilà. Alors si, par contre, je vois pas grand-chose. Donc si quelqu'un, voilà, il y a une dame qui. On vous apporte le micro. Merci de vous nommer, ou de dire au moins d'où vous parlez, comme on disait autrefois. Bonjour, mon nom c'est Maude et Audrey, on a créé une petite association pour éduquer les enfants à l'école sur comment faire pour vivre et surtout avoir moins d'impact au niveau émissions carbone. Et donc, j'aimerais avoir... on est resté pour cette session, on allait partir et puis on s'est dit, bon, on va rester. Et ma question s'adresse particulièrement à Magali, mais un petit peu à tout le monde. Pour moi, l'idée de fond, c'est parler aussi d'économie, de choix économiques, de quel développement économique, qu'est-ce qu'on veut et comment on va pouvoir intégrer ça justement pour une transition écologique et environnementale. Et je me demandais si justement à MBS, vous parlez de ce genre
développement économique et de quel modèle vous parlez en fait? Parce que je ne sais pas si vous avez lu un livre qui a été écrit par Timothée Parek récemment, Ralentir ou périr, où il dit le développement économique, on ne peut plus vraiment en parler. On peut parler d'économie par contre. Et alors, donc, laissez répondre. Je pense qu'on a bien compris le sens de votre question. Votre réponse là-dessus. Je pense que Magali, peut-être Laurent. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Maud. C'est une vraie question. Déjà, je voulais redire quelque chose. C'est vrai qu'on dit beaucoup, j'aime bien déconstruire ça parce que quand même c'est important que la séduction a changé de camp, etc. dans les entreprises. L'économie nous dit aussi quand même que beaucoup de jeunes n'ont pas le choix de leur emploi. Hein. Il faut pas non plus oublier cette réalité. On avait, je crois, une représentante il y a à la table d'avant de banlieue climat. Alors, certains jeunes, heureusement, ont le choix de pouvoir prétendre changer de rapport de force, etc., dans leur lien à l'entreprise. Tous ne l'ont pas, toutes et tous ne l'ont pas. Les situations sont extrêmement différentes. Et un des enjeux plus tard en termes d'économie, ça sera aussi d'avoir quelque chose de très inclusif entre, bon, on va pas refaire les grands débats sur justice, climat et tout ça, mais c'est quand même un cœur du sujet. Parce que sinon, on va avoir des jeunes et des questions économiques qui vont être à deux vitesses, entre finalement des jeunes qui pourront choisir leur job, faire changer les choses, et puis un certain nombre de jeunes qui pourront aussi rester sur le côté pour des raisons économiques, d'accès à l'emploi, etc. Et ça, c'est vraiment important. Ça nous ramène aux questions de la discrimination. Mais voilà, ces choses-là sont importantes. On doit créer des ponts aussi entre ces populations pour qu'elles puissent créer le vivre ensemble dans l'entreprise. Et sur l'économie, oui, il y a tout un tas heureusement, de courants qui réfléchissent aujourd'hui sur ce qu'on appelle, nous, nouveaux modèles d'affaires, nouveaux modèles de société, nouveaux modèles... Enfin, ça touche tout un tas de questions. Nous, à Montpellier Business School, on a des cours entiers qui sont dédiés sur ces questions. Alors la question de la décroissance est plus difficile à faire passer encore dans le monde de l'entreprise. Nous ne l'aurons pas, nous on essuie les plâtres depuis des années de comment est-ce qu'on arrive aussi à faire passer ces idées-là. Mais néanmoins, les choses changent. On parlait avec Sophie. Moi, quand j'ai commencé à enseigner sur ces questions il y a 15 ans, 17 ans à Montpellier Business School, au début, c'était les étudiants qui nous demandaient de justifier pourquoi on enseignait sur ces questions-là. Aujourd'hui, les étudiants sont plus que prêts. C'est même nous qui sommes parfois en retard sur la sobriété, sur les nouveaux modèles économiques, etc. C'est nous qui sommes en retard. Mais en revanche, le monde de l'entreprise bouge plus doucement. Et donc là, on a aussi des écarts qui peuvent se créer. Voilà, on va, comme on disait, reconstruire de la ville sur la ville, on reconstruit de l'entreprise sur l'entreprise, parce que finalement, ou de l'économie sur l'économie, parce que bon, l'économie, c'est l'allocation de ressources rares. Finalement, c'est la définition basique de l'économie. Les ressources, elles sont rares, et surtout maintenant, désormais, on s'en aperçoit, les ressources naturelles. Mais il faut quand même bien l'allocation, c'est au sens de l'allouer aux différents acteurs de la société, parce que, ou simplement membres de la famille humaine. On est là, les gens sont là, il y a des petits, il y a des plus grands, il y a des adultes, et puis il y a des gens plus âgés et des gens très, très, très âgés. Comment on répartit tout ça, finalement? La définition de l'économie, c'est jamais que ça. Après c'est des modèles d'organisation. Alors, Laurent Chérubin. Oui, je rajoute, vous avez raison. L'économie doit être revue et sur quelques valeurs, et les chefs d'entreprise en prennent conscience. La première des consciences, c'est la proximité. L'économie circulaire est plus que jamais importante aujourd'hui. Et quelque part, la projection on l'évoquait tout à l'heure sur les TPE notamment, vous évoquiez ça tout à l'heure, il y a cette notion-là qui vient, les gros industriels ont de plus en plus de mal, notamment dans le recrutement et dans le développement, parce qu'on cherche justement ces valeurs-là, et ça fait partie des missions qui doivent être aussi impulsées par l'engagement politique quand on crée des zones d'activité, etc. Pour créer une zone d'activité aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'ailleurs. C'est pour ça qu'on reconstruit et qu'on trouve du sens dans les sujets qu'on porte. Et la région Occitanie est un des fers de lance sur le sujet en France. C'est-à-dire que même les sujets dans le cadre du pacte vert que Carole Delga et que nous avons voté à ses côtés, c'est vraiment les sujets qui amènent de la notion durable dans l'économie et avec des valeurs fortes parce que pour notre territoire et pour la protection de notre territoire. Donc on est dans cette mouvance et quand moi je crée ma ville, comme je l'évoquais tout à l'heure, je crée ma ville autour de ces valeurs-là. Et l'économie que je crée de demain, je ne crée pas de la décroissance, ça non, mais j'irai chercher de la croissance dans des entreprises justement qui ont ces valeurs-là. Mais par contre les autres, oui, risquent d'avoir une décroissance par défaut.
Oui, Camille, vous vouliez intervenir là-dessus. Oui, juste pour rebondir aussi, il y a tout un mouvement aussi qui s'appelle l'économie sociale et solidaire, qui permet de mêler performance économique, utilité sociale, gouvernance démocratique, qui existe aussi et qui n'est pas anecdotique, on va dire, parce que ça représente aujourd'hui 10% du PIB et 14% de l'emploi salarié privé. Et nous, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui sont dans des entreprises, on va dire, plus classiques, et qui nous disent, mais moi j'aimerais travailler dans cette économie-là, mais j'ai pas les codes, j'ai pas le réseau, je connais personne dans mon entourage qui travaille là-dedans, je ne sais pas en fait comment approcher ces métiers-là, je ne les connais pas non plus. Et nous, dans mon job de sens, on a toute une communauté, parce qu'on a accompagné plus de 500 personnes aujourd'hui, qui travaillent dans des tiers-lieux, qui travaillent dans des associations, dans des Fab Labs, qui occupent aussi des nouveaux métiers qu'on connaît moins. Et c'est aussi l'importance de ne pas s'isoler et d'aller à la rencontre de ces réseaux-là, de ces personnes qui vont pouvoir donner de l'information sur c'est quoi cette économie en fait et comment moi je peux m'insérer là-dedans. Alors moi je réponds, merci Camille, je réponds un petit peu indirectement, mais on a désormais des normes qui ont été décidées au niveau européen, mais aussi au niveau mondial et puis en France, c'est-à-dire la décarbonation nette, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on va essayer de faire des économies qui ne sont pas émettrices nettes de carbone. Ça paraît un peu technocratique, mais ça, on ne peut pas faire pareil qu'aujourd'hui, jusqu'en 2050, si on veut réussir à remplir cet objectif. C'est tout simplement pas possible. Donc, des changements s'opèrent. Alors, David, je pense que vous avez, vous aussi, voilà, la question... Comment on décarbone tout en continuant à construire, reconstruire, parce qu'il faut bien habiter, il faut bien loger les gens, il faut loger le peuple, comme on disait autrefois, et puis le transporter, et puis oui. Voilà. Oui, je me permets d'évoquer le sujet économique, effectivement, qui est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, faire du développement durable ou de l'éco-construction, ça ne vaut pas forcément plus cher qu'il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'on recycle beaucoup de matériaux qu'on a déjà utilisés. Je prends un exemple simple, quand on refait une chaussée, on la déconstruit à 100% et on n'en remet que 30 à 40% dans la structure neuve. Il nous reste 60% à côté qu'on ne s'est pas occupé, qu'on ne s'est pas utilisé. Donc ça ne vaut pas forcément plus cher. Sur l'aspect technique en tout cas, là où ça vaut un peu plus cher en ce moment, c'est dans les énergies qu'on a besoin pour faire fonctionner les machines, pour le quotidien, pour se dissocier un peu du tout pétrole. Aujourd'hui, on fait des enrobés, donc les enrobés, c'est ce que vous retrouvez sur vos chaussées, à base de bitume complètement bio, c'est-à-dire qu'on a exclu complètement le pétrole de ces formulations. Mais il faut encore pouvoir les intégrer dans les marchés. On fonctionne aujourd'hui avec des biocarburants dans tous nos camions, c'est-à-dire que c'est des camions qui sont des carburants à base de colza, 100% colza. Donc on sait faire plein de choses sans que ça coûte plus cher. Par contre, aujourd'hui, faire un véhicule électrique ou un engin mécanique électrique, c'est impossible. Ça vaut juste 2 fois le prix. Donc c'est aujourd'hui un sujet qui va devoir évoluer parce que on a des techniques qui nous permettent de pas faire plus cher en étant éco-responsable. Par contre, il y a d'autres sujets qui ont besoin encore de se développer. Donc on ne regardera pas la bétonnière de la même façon désormais. On saura qu'elle marche au colza, donc quand même une énergie renouvelable, qu'on le veuille ou non. Écoutez, je crois qu'on s'approche du moment où il faudrait donner la scène, le devant de la scène à Claire Hernandez. Alors, expliquez-nous ce que vous avez fait, Claire, avec cette facilitation graphique. Normalement, vous allez la voir en grand, du coup, ce sera peut-être plus pratique, parce que c'est pas très grand finalement. Donc moi, mon objectif était de résumer de façon graphique les idées clés de ce débat. Donc j'ai sérié par intervenant, tout en commençant par l'introduction du sens de la question du sens, comment retrouver du sens dans son travail. Et j'ai remis ici la citation, j'espère que j'ai... C'est bon, ok. Et puis du coup, j'ai détaillé le fait que la question du sens peut rejoindre des enjeux de signification, de direction et de rationalité. Là, on est plutôt sur la signification du mot sens.
Ce que j'ai pris en note dans l'intervention de Camille Demange, c'est le fait de repartir du constat qu'il y a des crises multiples auxquelles on fait face avec la crise climatique, les burn-out, les bore-out, la souffrance au travail, la crise du Covid qui a engendré du coup la question du métier essentiel ou pas. Et puis j'ai remis ici les chiffres de l'étude Audencia, j'espère que je ne me suis pas trompée. Et je vais rajouter du coup. Et c'était bien 92% des personnes considèrent que le sens au travail pourrait être une préoccupation et desquelles 57% liaient la question du sens à l'enjeu écologique. Et vous disiez que du coup, vous les amenez à réfléchir au sens individuellement. Qu'est-ce que c'est pour eux, donc en abordant leurs valeurs, leurs besoins et leurs talents. Tout en ayant comme objectif de les faire réfléchir à comment changer le monde sur son temps de travail. Pour ce qui est de l'intervention de Magali Marais, j'ai noté les questions sur les changements de motivation. Qu'est-ce qui étaient des couches de motivation qui s'ajoutent, à savoir qu'il y a toujours et encore aujourd'hui l'histoire de la stabilité économique et financière, bien évidemment, mais qu'elle se lie à des enjeux de motivation sur le prendre soin, que ce soit de soi, de monter en compétences, mais aussi de prendre soin du vivant, de la planète et des autres. Et ça concerne tous les âges, pas seulement les jeunes, mais aussi les personnes plus âgées, en reconversion par exemple. En tout cas, ce qui donne envie, c'est l'action. C'est agir au cœur pour donner et motiver pour être un levier de motivation. De ce fait, les organisations s'adaptent et changent. On observe des transformations. Notamment, il a été abordé l'idée du leadership horizontal, de la gouvernance partagée qui, du coup, intéresse les nouvelles générations notamment, mais pas que les nouvelles générations, avec une nouvelle forme de répartition et des richesses, mais aussi des questionnements, des réflexions, des pouvoirs de décision. Le fait d'entreprendre pour le bien commun est aussi un levier organisationnel et l'agilité des organisations est un marqueur fort de cette nouvelle génération et cette nouvelle tendance. Pour ce qui est de Monsieur David Giudicelli, j'ai noté l'enjeu de fidéliser aujourd'hui les employés, qui n'est pas un enjeu simple à réaliser, que les enjeux écologiques sont présents dans le BTP depuis 5 à 7 ans, et que ce souffle nouveau, on le retrouve dans les formations, et ce qui crée un intérêt notamment pour l'apprentissage dans les apprentis que vous avez, que c'est beaucoup quand même les marchés publics qui vous imposent ces questionnements, notamment sur quand vous avez abordé l'histoire des études d'impact. Mais vous évoquez aussi le fait que donc l'aménagement, en plus d'être imposé de ces nouveaux espaces, donc en plus d'être imposé par les marchés publics, il est nécessaire qu'ils s'adaptent aux besoins de la société, ce qui crée du piment dans votre métier, du coup. Et enfin, Monsieur Chérubin, ce que j'ai noté, c'était le questionnement sur pourquoi on vient au travail. Est-ce que c'est pour plus forcément le travail en soi, mais du coup financer le reste des activités de la vie, qui a un fort besoin de liberté, ce que vous avez évoqué, et l'enjeu de la ville qui doit avoir du sens, du coup, aussi pour les entreprises, à la fois pour recruter, mais aussi dans les réflexions, qui a à la fois l'intérêt, les questionnements de vie publique, d'urbanisme et des entreprises, et qui a besoin de cette réflexion collective. Donc vous disiez que la ville doit avoir du sens pour l'entreprise, mais l'entreprise doit avoir du sens pour les jeunes, pour pouvoir recruter. Bravo, hein. D'abord, sens de la synthèse époustouflant. Après, moi, je trouve qu'est-ce qu'on a dit comme chose intelligente, mais c'est formidable. Vraiment, alors, lesparlographes.fr, hein, c'est ça? Fantastique. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que nous avons tenu à peu près nos délais. Tout le monde commence à penser au déjeuner. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de venir à Montpellier. Je suis lectrice de Midi Libre. Ma grand-mère était de Montpellier, donc même si je suis qu'une parigote, je suis pas tout à fait dans une terra incognita. Merci beaucoup David Giudicelli, merci Camille Demange, merci Laurent Chérubin, merci Magali Marais. Une dernière chose à déclarer. Tout le monde est content? Merci beaucoup. Au revoir.